Oyez, oyez, nous proclamons ouverte la République LCI en ce lundi matin. On va se demander si les députés sont encore des privilégiés, d'autres coups de rabot sont prévus pour eux. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin ou au contraire leur lâcher un petit peu la bride? Roselyne Bachelot va nous dire ce qu'elle en pense dans quelques instants. Natacha Polony est là, elle aussi pour la revue de presse bien sûr. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag République LCI et sur Facebook, la page de l'émission, vous la connaissez, la République LCI. C'est parti. Vive la République et vive la France. Vive la République et vive la France. Vive la République, vive la France. Et vive aujourd'hui plus que jamais la République LCI. Je suis ravi de vous retrouver. Bonjour Roselyne. 15 jours de vacances. Je vous ai manqué un peu ou pas du tout? Oui, un petit peu. Pas beaucoup, mais enfin un petit peu quand même. On est content de vous retrouver, Julia. Est-ce que du coup vous êtes de bonne humeur ce matin? Eh ben non, pas vraiment. Ah. Non, je suis pas de bonne humeur parce que j'en peux plus en fait. Ah bon? Parce que c'est le festival de la démagogie. Tout le monde s'y est mis. C'était Wauquiez la semaine dernière qui parlait du président de la République, du désert de l'âme. Là, on a fait très fort. C'est Macron qui est revenu pour la deuxième couche en nous amusant avec la raréfaction de la remise des Légions d'honneur. Là, vraiment, tout le monde s'en moque. Je m'étais dit, le climat, ça chauffe, les impôts, ça brûle, le terrorisme, ça cogne. Mais j'ai décidé quand même de vous mettre de bonne humeur, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une petite dose d'antiparlementarisme pour amuser la galerie. Donc, on va le faire. Tout le monde le sait, au Palais Bourbon, il n'y a rien que des nuisibles qui s'engraissent sur le dos des contribuables, ronflant sur les banquettes. Il était temps de... Au Sénat aussi, Esther, vous avez raison. Il est temps de leur serrer le kiki et les choses ont commencé avec des mesures parfois aussi bêtes qu'inefficaces. Vous ne pouvez pas savoir combien tout cela me gonfle. Une fois de plus, on fait de la com pour nous faire oublier que le vrai problème dans notre pays, c'est l'affadissement de la démocratie parlementaire avec des parlementaires qui sont aux ordres. Moi, ma foi, qu'on leur paye une carte de train, pourquoi pas, à condition qu'ils fassent leur boulot de députés et de sénateurs. Eh ben, des parlementaires, il y en a autour de cette table et on va voir si vous les avez mis de bonne humeur ou pas. Je suis pas sûr, hein. On leur posera la question tout à l'heure. Il y a notamment Esther Benbassa, qui est la sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Charles Becbédé, conseiller municipal, lui, de Paris. Également René Dosière, l'inlassable traqueur de dépenses publiques inutiles. Et puis Flore Riant Bachelier, député La République En Marche, questeur de l'Assemblée, autrement dit, l'un des trésoriers de l'Assemblée nationale. Et c'est vous qui portez certaines de ces mesures dont on parlera tout à l'heure. Natacha Polony également est là pour la revue de presse, comme tous les matins. C'est Natacha sans filtre. Il est question d'un journal ce matin dans les matinales. Oui, un journal dont vous avez tous vu la une, c'est Charlie Hebdo, bien sûr. Charlie Hebdo et sa une avec Tariq Ramadan, 6e pilier de l'islam. Riss, le dessinateur et patron de Charlie, était invité ce matin pour en parler sur Europe 1. Le problème, c'est M. Ramadan. Voilà, il bénéficie d'une certaine, je ne peux pas dire sympathie ou complaisance, et je crois que c'est ça qui a déplu. Maintenant, ça s'est banalisé d'appeler au meurtre. Voilà, et ça, c'est quand même assez inquiétant. Ça révèle un climat assez lourd. On est obligé de prendre ça au sérieux, voilà, parce qu'il y a des individus qui sont capables de le faire. Ça existe. Oui, déferlement d'appels au meurtre contre Charlie Hebdo. Alors sur son site, Marianne revient là-dessus et cite les tweets. Oui. Par exemple, une erreur et on retient la leçon, mais vous voulez continuer à jouer, venez pas pleurer quand il y aura vos corps en morceaux. Alors déjà, avant le 7 janvier 2015, c'était très grave d'écrire ça. Après le 7 janvier, on imagine que cela signifie. Alors, Marianne, d'ailleurs, fait la démonstration, parce qu'il faut de nouveau la faire, que non, Charlie Hebdo ne vise pas particulièrement l'islam, ça n'est absolument pas vrai, mais visiblement, certains n'ont pas encore compris ça. Alors, il serait peut-être judicieux cette fois de ne pas prendre ces menaces à la légère, nous dit Marianne. Bon, cela dit, ce matin, pour ce qui est des Parisiens en tout cas, ils auront du mal à trouver Charlie Hebdo et les autres dans leur kiosque. Le journal Le Parisien, d'ailleurs, nous prévient, piquet de grève chez les kiosquiers. Oui, parce que figurez-vous qu'il y a de nouveaux kiosques qui sont mis en place dans Paris. Alors déjà, ils étaient très laids. Bon, on a revu un peu le design. Ils sont un tout petit peu mieux, tout petit peu plus en phase avec le paysage. Sauf que voilà, il n'y a toujours pas de point d'eau, toujours pas de sanitaire. L'espace est plus petit pour la caisse. Donc les kiosquiers racontent qu'ils sont devenus des travailleurs pauvres et qu'ils en ont
assez. Alors si vous voulez continuer à acheter des journaux, il faut qu'il y ait des endroits pour les acheter. Et hélas, la grève des kiosquiers, ça fait moins de bruit que la colère des forains sur la 13 le matin. Exactement. Pour ceux qui iront au kiosque, ils trouveront beaucoup de politique internationale ce matin dans les journaux. Oui, et elle est passionnante, cette politique internationale. C'est la une des Échos, révolution de palais en Arabie Saoudite. Alors dans la Nouvelle République, Denis Domain aussi nous parle du prince Salman qui a pris le pouvoir, qui prétend faire de la lutte contre la corruption. On sait ce que ça signifie quand on lutte contre la corruption. En général, on limoge ceux qui vous dérangent. Et là, c'est exactement ça. Le sujet, écrit Denis Domain, le sujet de fond est sérieux. La péninsule entière menace de s'embraser. Le Liban sans chef de gouvernement. Israël pointe ses missiles sur les camps retranchés du Hezbollah. Le Yémen en envoie avec les compliments de Téhéran. Jamais l'Orient, nous dit Denis Domain, n'a été plus compliqué. Par chance, Trump est occupé. Nous avons encore quelques minutes de répit. Alors, le papier le plus complet sur l'Arabie Saoudite, il est dans l'opinion. Et il nous explique comment le prince Mohammed Ben Salman s'appuie sur les 70% de moins de 30 ans que compte sa société pour essayer, évidemment, d'asseoir son pouvoir. Il joue sur le rejet d'une cour sénile, jugée dispendieuse. Mais le problème, c'est qu'il la politique de Ben Salman, elle est assez marquée. C'est-à-dire, c'est lui qui a déclenché l'offensive au Yémen. C'est lui qui cible sans arrêt l'Iran. Pourquoi ? Parce qu'il espère devenir le chef du monde sunnite en s'appuyant pour ça sur Donald Trump et sur Benyamin Netanyahou. Le jeu est très dangereux. Allez, on revient en Europe avec les derniers rebondissements de la crise catalane et surtout ses répercussions en Belgique. Oui, alors on a lu un peu partout dans la presse une forme de mépris un peu goguenard pour Carles Puigdemont. Par exemple, dans l'opinion, justement, on parle de blocage à la fois grotesque et inquiétant. Dans l'Union, Hervé Chabot écrit « Après la corrida catalane, les arènes de Bruxelles ont-elles été fatales à Carles Puigdemont ? Le président destitué sous le coup d'un mandat d'arrêt européen et qui s'est rendu à la police fédérale belge n'est plus que l'ombre d'un héros séparatiste. » Mais il y a un autre point de vue, il est dans les dernières nouvelles d'Alsace, où Didier Rose semble pas prendre les choses de la même manière. Il écrit ceci: « En semblant céder au mandat international lancé contre lui, le Puigdemont que l'on croyait un peu perdu se retrouve. L'action judiciaire lui offre un prétoire pour se présenter en victime d'une chasse à l'opposant. On pouvait le penser en dessous de ses ambitions. Puigdemont n'est pas à sous-estimer. Madrid s'est empressé d'en faire un séditieux. Et Didier Rose nous dit qu'il va passer à la fois pour un martyr et pour un pondéré. Le séditieux tempéré, pas mal, bon titre. S'il y avait un seul article à retenir, Natacha, ce matin, ce serait lequel ? C'est un très joli article, il est dans le Parisien. Bachelière et alors. C'est à propos d'un téléfilm qui va passer ce soir. Rien à voir avec Florian Bachelier. Hein. Non. Non, c'est une jeune bachelière trisomique. Elle a cette particularité-là. Et l'actrice Maria Dalzotto, qui est donc comédienne professionnelle, raconte comment elle-même, quand elle était enfant, a été insultée dans la cour de récréation parce qu'elle était différente, parce qu'elle était trisomique. Elle veut changer le regard sur le handicap. C'est à mettre en lien avec un article qui nous rappelle cet événement très très récent. Donc c'est dans Sud-Ouest que vous le trouverez. Le discours de Frank Stephens devant le Congrès américain. Lui aussi est trisomique et a tenu un discours très remarqué, disant « Ma vie vaut la peine d'être vécue ». Alors, il parlait du problème de la recherche. La question étant de savoir si la recherche doit servir à guérir la trisomie, et en particulier aussi ça aide pour le cancer, pour Alzheimer, ou à développer les diagnostics prénataux. Alors c'est un problème aux États-Unis parce qu'il y a eu des attaques majeures contre l'avortement qui sont en train de gagner, mais toute la question c'est de savoir comment on peut maintenir ce droit à l'avortement tout en apprenant le respect pour les trisomiques et pour tous les handicapés. Natacha Polony, son filtre, c'est tous les matins dans La République LCI. Il y a un journal dont vous ne nous avez pas parlé, une que vous ne nous avez pas montré, c'est celle de 20 minutes ce matin, elle est assez choc aussi. Mais je savais que vous le Regarde, feriez. Bah oui, parce que elle est quand même assez choc, voilà. Alors c'est une opération évidemment à but sanitaire, voilà. Oui, c'est pour prévenir le cancer de la prostate. Exactement, voilà. Et cette une nous a aussi évidemment interpellés ce matin. Dans la presse ces derniers jours, on a aussi pu lire donc les projets de restriction de budget pour l'Assemblée nationale. Les députés vont être mis à la diète et les questeurs vont présenter des propositions à partir de mercredi. Florian Bachelot est donc avec nous. C'est l'un des questeurs de l'Assemblée. C'est pas Florian Bachelot. Florian Bachelier. Oh là là. Enfin, je voudrais pas intervenir. Il y a rien. Vous n'êtes pas. Non. Il n'y a pas un lien de parenté lointain. René Daudière est également là, l'ancien député qui continue de traquer toutes les dépenses inutiles. Alors, on est assez surpris, Florian Bachelier, parce qu'on a lu hier notamment des pratiques de surfacturation à l'Assemblée nationale. Visiblement, c'était open bar sur les devis. Hein. Pour une petite salle de bain, une petite réfection, 3 coups de peinture, 30 000 €.
Tout d'abord, merci de m'accueillir. Je veux rassurer Madame Bachelot. On n'est pas là pour serrer le kiki, pour reprendre son expression, des parlementaires. Au contraire, c'est tout l'enjeu justement du projet qu'on porte. C'est évidemment d'avoir une Assemblée nationale plus économe, parce qu'il s'agit de la dépense publique et que l'argent public est plus que jamais précieux dans un pays où il y a 2300 milliards de dettes. Il faut que le législateur participe aussi à l'effort global qui est demandé à l'ensemble des Français. Donc économies que vous allez faire, vous allez les rendre à l'État. Je vais juste jusqu'au bout. Une partie, et une grosse partie, on va la réinvestir justement dans une Assemblée nationale plus moderne, et c'est tout l'effort qui doit être réalisé et qui doit être porté. On veut donner plus de moyens aux députés et aux équipes parlementaires pour pouvoir faire son travail. Voilà. Et donc c'est tout le sens de la réforme. Mais ce débat-là ne peut jamais être porté parce que justement, on va nous opposer systématiquement les petits avantages, les petites choses que vous dénoncez. Donc on peut faire les deux. On peut diminuer le montant du budget, en redonner une partie aux Français, et c'est pas démagogue de le dire, et réfléchir sur les moyens des parlementaires, des équipes parlementaires qui aujourd'hui n'en disposent pas assez. Je prends un exemple. Moi, si j'étais député de l'opposition, ce que je demanderais, c'est la création d'un office parlementaire de contrôle des politiques publiques. Ça servirait, justement, avec des moyens, avec des compétences en interne. Ça demande des moyens, ça demande de l'argent. Ce serait, à mon avis, plus efficace, et ce serait aussi utile pour la majorité, qui serait aiguillonnée. On n'a pas besoin d'un gros budget. De façon chiffrée. Oui, non, mais ça en demande. La seule chose que je dis, moi, c'est qu'il vaut mieux mettre de l'argent dans les compétences, et je pense que vous me rejoindrez là-dessus, que dans les réfections de salle de bain. Esther Vous m'expliquerez ce qu'est compétence, enfin, dans quel sens vous l'utilisez. D'abord, moi, vous savez, je n'ai aucun problème avec un contrôle. Hein. Moi, quand je suis rentrée pour la première fois en politique, en 2011, on m'a dit qu'il y avait une somme qui était allouée pour les frais. Moi, j'ai gardé toutes les facturettes. Oui, parce que je ne savais pas. Puis je les ai gardées. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc, ça n'est pas de l'antiparlementarisme. Non, mais attendez, excusez-moi de vous donner quelques chiffres, parce que hier j'ai vu dans le JDD ce tableau, et je l'ai étudié un peu parce que je l'ai trouvé un peu problématique. Alors, ce sont quelques chiffres sur les comparaisons entre les revenus des parlementaires français, allemands, etc., quoi, avec le salaire et le traitement. Il faut préciser, parce que le tableau, on ne voit pas. Vous savez, quand vous donnez des sommes pareilles, il faut quand même dire quel est le revenu moyen dans chacun des pays, le revenu moyen des citoyens. Oui. Alors j'ai fait une règle de 3, et c'est curieux. Nous sommes d'abord le 9e pays au niveau des salaires reçus par les parlementaires. L'Autriche, vous dites qu'on en fait déjà largement assez, quoi. 125 000 euros par an, l'Italie 121, et nous on est à 87 500 et quelques centimes. Alors ça fait que... En brut, bien sûr. Ça fait, si on divise par 12, c'est 2,5 fois le salaire moyen des Français. Alors, à ce moment-là, vous dites, mais la Slovaquie, 1961 euros. Il faut comparer ce qui est comparable. Ben oui, là-bas, c'est plus haut que chez nous. René Dosière. Laissez-moi, s'il vous plaît, terminer. Puisque chez eux, c'est 3 fois et demi le salaire moyen. Enfin, Esther, on ne va pas faire pleurer dans les chaumières sur les revenus des députés. Je crois qu'il ne faut pas se battre là-dessus. Et des sénateurs, des parlementaires. Disons. Non, mais il faut quand même expliquer les choses avant de faire du populisme. Justement, René Desière, vous dites certaines de ces mesures sont populistes, certaines des propositions sont populistes. Vous pensez auxquelles précisément ? Oui, c'est une manière de parler de l'Assemblée. Je crois que Florian Bachelier a raison de dire que l'essentiel, c'est naturellement les moyens de travail de l'Assemblée, dont il faut reconnaître que, même si il y a des progrès à faire. Il y a des progrès à faire, et il a donné quelques exemples pour en citer d'autres. Mais en même temps où il dit ça, il dit on va faire des économies, mais il a une manière de parler des économies à faire comme si, à l'Assemblée, il y avait des privilèges exorbitants, il y avait des gaspillages, etc. Bien entendu qu'il y a des choses qui sont à modifier. Alors, ceci dit, je lui rappelle qu'on n'a pas attendu l'arrivée de la majorité République en marche pour faire des économies. Durant les 2 dernières législatures, donc depuis 10 ans... Donc une de droite et une de gauche. Oui, depuis 10 ans. On a diminué le budget de l'Assemblée en valeur réelle de près de 50 millions d'euros. 10% en moins. Il y a 10 ans,
chaque foyer français payait 21 € pour l'Assemblée. Ouais. Aujourd'hui, c'est 18 €. Donc, les économies, on les a faites, les plus importantes, voilà. Et donc, il faut faire attention à la manière dont on parle, je dirais. Prenez, puisqu'il a cité l'exemple, il a cité par exemple l'exemple des retraites des parlementaires. Naturellement, c'est excessif, etc. Bon. Seulement, il faut savoir que... Maintenant, c'est le régime général. Oui, mais en 2012, on a modifié le système de retraite. Le système ancien a complètement disparu. On a modifié ce système, on l'a réduit considérablement, et finalement, là, on nous propose, on va nous dire, mais il faut encore le diminuer, le changer. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'a donné le système de 2012, mis en place en 2012, et puis on est à la veille d'une réforme sans doute tout à fait fondamentale du système de retraite universelle. Alors, et on dit, voilà, c'est des privilèges à supprimer. Charles Becbédé, c'est de l'antiparlementarisme facile ou pas ? Non, mais je crois qu'il faut qu'il y ait partout un peu de bonne gestion. Donc, comme vous l'avez dit, il y a eu des économies qui ont déjà été faites. Il faut poursuivre le travail, mais c'est pas à l'échelle. Le budget de l'Assemblée nationale, c'est 550 millions. Et là, les économies que vous proposez, c'est 5, 10, 15 millions à la fin du quinquennat. On n'en fait pas, par an. Non, mais c'est intéressant de parler de ça. C'est bien. Il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des dépenses, il n'y a pas des gaspillages, des dépenses inutiles. Mais le vrai sujet, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est comment on fait pour que les députés, les parlementaires, les sénateurs aient plus de moyens pour faire leur travail. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a une réforme constitutionnelle qui va intervenir. Le président l'a évoqué lors de son discours au Congrès. On va passer à 400 députés, 400 sénateurs. Donc, et ça, c'est intéressant. Là, il faut faire un business plan sur tout le quinquennat. On est en dessous quels de 400, moyens on va pouvoir attribuer en plus aux députés? Et on parlait tout à l'heure, vous évoquiez un office parlementaire de contrôle des dépenses publiques. Il faut ça, mais ça coûte cher, contrairement à ce que vous disiez, Madame la sénatrice. Ça coûte cher parce que, regardez, en Angleterre, ils ont le National Audit Office. Exactement. Nous, on a la Cour des comptes, mais c'est une institution judiciaire, donc ça ne peut pas être utilisé à cet effet. Donc il faut des moyens importants pour que les députés puissent faire leur travail. Florian Bachelier. Je suis totalement en phase avec ce qui est dit là. Concrètement, ça demande des moyens qui sont importants. C'est ce qui se fait au Parlement britannique. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans l'opposition, vous demandez les chiffres sur le contrôle des politiques publiques à Bercy. Bon. Donc vous imaginez bien que c'est un peu plus compliqué de les avoir, et puis qu'il y a toujours un phénomène il peut y avoir un phénomène de rétention, ou en tout cas qui est perçu comme tel. Moi, je ne dis pas autre chose que ça. Le ministre actuel des Finances ne donne pas les bons éléments. C'est pas ça que je dis, mais c'est que les députés. Président de la commission des Finances qui est de l'opposition. Je sais bien que vous ne pensez pas ce que vous dites, Mme Bachelot. C'est pas du tout le sujet. Mais il y a forcément une suspicion pour un député de l'opposition de recevoir des chiffres de l'exécutif quand il s'agit de contrôler l'exécutif. Hein, c'est aussi naturel que ça. Moi, ce que je dis, c'est que l'argent public, encore une fois, il est précieux. Donc je suis pas choqué, mais je suis interrogatif quand on m'explique que c'est bien, donc on a fait des efforts, et oui, on a fait des efforts. Moi, je suis pas j'ai l'humilité de penser de ne pas avoir inventé avec mes petits camarades la politique le 18 juin dernier. Je sais tout ce qui a été fait avant. Je sais ce qui a été fait sous la mandature précédente. Vous parliez des régimes... C'est pas tout à fait ce qui ressortait. Vous parliez des régimes de retraite. Inconnu, là. Vous parliez... Donc c'est très bien. Je me permets de vous rassurer. Pas aujourd'hui. Exactement. C'est le sens de l'entretien que nous avions eu avec M. Daudière la semaine dernière d'ailleurs, où je lui disais justement que la distinction Nouveau Monde, Ancien Monde me faisait sourire. On n'est pas du tout là-dedans. Beaucoup d'efforts a été fait avant, mais si vous prenez l'exemple des retraites, il est symptomatique. Oui, il y a eu un effort. En gros, quand on cotisait, je vais le faire assez simple, quand on cotisait 1 € sous la mandature antépénultième, vous aviez 2 €. Sous la mandature précédente, c'est descendu de 1 € à 1,50 €. Nous, on fait 1 €, justement, parce que quand il s'agira, au mois de décembre, au mois de janvier, d'attaquer l'harmonisation des 47 régimes de retraite, eh ben vous pourriez dire, nous, on a commencé par nous. Voilà, c'est l'exemplarité. Oui, mais vous comparez une carrière professionnelle et un métier avec une fonction qui n'est pas un métier. Alors, le problème, c'est le niveau. Il y a un vrai problème
comment doit-on payer les parlementaires? Quel est le niveau de leur retraite? Ça, c'est un vrai débat. Mais les méthodes de calcul, si vous voulez, où on mélange les carottes et les navets, je veux dire... Monsieur Daudière, je ne dis pas autre chose. C'est-à-dire, encore une fois, si je m'arrêtais à on va faire des économies, pour faire des économies, oui, là, on pourrait taxer de démagogie le populisme. Je ne dis pas ça. Je dis qu'on le fait par exemplarité pour montrer justement le coût réel et qu'il faut qu'on donne des moyens, justement, parce que ça n'est pas une carrière, ce n'est pas une profession, mais c'est un mandat. Il faut des moyens sur les collaborateurs, des moyens sur l'informatique, des moyens, etc. sur l'ensemble de Il y a un téléspectateur qui réagit sur Twitter et qui nous dit l'Assemblée nationale du 21e siècle doit être à la hauteur des enjeux. Il faut mieux investir notre argent. Arrêtons les hypocrisies, dit Drum. Natacha Polony. Oui, les hypocrisies dont il parle, elles sont en train de disparaître petit à petit parce qu'il y a une modification des mœurs. C'est-à-dire que petit à petit, quand même, la plupart des élus prennent conscience que certains comportements ne peuvent plus avoir lieu, ne peuvent plus être tenus. Mais ça ne suffira pas. Par exemple, une réforme constitutionnelle qui consiste à baisser le nombre de parlementaires. C'est très bien en termes d'économie. La question, c'est celle de l'efficacité. Voilà, j'allais y venir. J'allais y venir. Si c'est des économies, on affaiblit le Parlement. Donc on recule. Je termine mon raisonnement, s'il vous plaît. Je termine. En effet, si ça empêche le Parlement de travailler et si ça ne lui permet pas d'être un véritable pouvoir législatif, ça ne marchera pas. Or, qu'est-ce qui permettrait à un pouvoir législatif de fonctionner? Eh bien déjà, que le gouvernement ne dicte pas l'ensemble des amendements, qu'il ne dise pas aux députés... Ben justement, il y a eu des pratiques récentes qui ont peut-être au Sénat, mais chez nous non. Ah oui, d'accord. Au Sénat, vous êtes très peu nombreux. Le débat parlementaire ne se passait pas d'une façon qui permettait au Parlement de jouer son rôle dans l'équilibre des pouvoirs. Et deuxième problème, outre le gouvernement et les amendements qu'il dicte, il y a aussi les amendements dictés par les lobbies. Et la question, c'est comment on fait pour que les parlementaires aient suffisamment de compétences autour d'eux, c'est-à-dire de gens suffisamment formés, donc il faut les recruter, pour qu'ils ne se laissent pas dicter clé en main des amendements par des lobbies. Résumé Ce sont le deux sujet. points. En fait, il vaut mieux avoir 400 équipes avec des cabinets, 400 cabinets forts avec des compétences qui sont recrutées, plutôt que 577 équipes avec un crédit collaborateur de 9 000. Et vous allez les installer où? Puisque j'ai vu que, dans ce secteur où il n'y a pas d'espace disponible rare, il se trouve qu'il y a un local qui est disponible. L'hôtel de Breuil. Et que les responsables précédents ont préempté. Et vous vous dites, ça ne sert à rien. Non, on va venir sur ce débat. Alors, Esther Benbassa n'a pas pris la parole. Mais c'est un sujet intéressant, on y revient après. Oui, mais on dirait que c'est une affaire d'hommes. Ah non, pas du tout. Roselyne, Natacha, Esther, pardon. Bon, écoutez, je me pose la question si ce n'est pas pour affaiblir, après avoir affaibli les partis, d'affaiblir aussi le Parlement, qui est un rouage essentiel pour la démocratie. Écoutez, si vous vouliez faire des économies, vous auriez quand même pas augmenté de 20% le salaire des conseillers à l'Élysée. Ça, c'est faire des économies, n'est-ce pas? Bon, écoutez, je peux finir, monsieur? Si je peux me permettre. Il y a moins de conseillers. Oui. Il y a moins de conseillers, ils sont un peu mieux payés. Je parle sous le contrôle de René Daudière là-dessus. Ah oui, d'accord. Alors, et si vous voulez moraliser, soi-disant que vous voulez moraliser, j'ai horreur de ce mot, vous avez mis au gouvernement des gens quand même, comme Madame Parly, qui avait un salaire de 79 000 euros. Non mais il ne faut pas partir dans toutes les directions, sinon on va s'y perdre. Ça, c'est etc. Non mais attendez. Ça c'est populiste. Alors, ça c'est démagogique. Et vous, c'est pas démagogique? Ah ben non, justement. Non, pourquoi je suis en train de vous attaquez? Laissez-moi terminer. Bon, alors parlez. Écoutez, vous pouvez. Non, vous laissez pas des. Non mais attendez. Écoutez. Si ce n'est pas du populisme, c'est quoi? Bien sûr, il faut lutter, je suis d'accord avec Madame Polony, il faut lutter contre les lobbies, contre les accointances de certains sénateurs ou députés avec les pays, disons, les dictatures, contre-paiement, bien sûr, les emplois fictifs.
je suis tout à fait d'accord pour les combattre. Il y a plein de manières de mettre un peu d'ordre. Il y a des choses aussi à revoir, mais ce n'est pas en disant au peuple avancer un petit peu. Qui nous dit sans arrêt, vous gagnez beaucoup, nous travaillons de 10 à 12 heures par jour minimum, nous sommes de nuit plusieurs jours par semaine. Bon, écoutez, il y a des choses un petit peu symboliques qui parlent. Pardon, mais je ne dis pas autre chose que ça. Les économies, elles ne seront pas faites, je dis l'inverse, elles ne seront pas faites sur les équipes parlementaires. Je dis qu'il faut justement leur donner plus de moyens. Je ne dis que ça. Mais donc ça renforce. Ça renforce le Parlement. Il y a des choses un petit peu symboliques, par exemple. Détail, si vous permettez. Je suis premier questeur. Il y a un collège de questeurs, donc avec Lauriane Rossi et Thierry Solaire. Moi, je puis vous dire que tous les jours, j'ai 1,50 m de parapheur à signer avec l'ensemble des engagements financiers. Donc, j'ai une vision depuis 4 mois de l'ensemble des engagements financiers. Le sujet que vous évoquez sur les avantages des présidents, c'est rien, c'est une goutte d'eau, ça c'est de l'exemplarité. En revanche, sur les travaux, je peux vous dire qu'il y a des choses à faire. Et c'est, encore une fois, c'est de l'argent public. Donc, chaque ligne, et ça, on est d'accord avec ça, je pense tous autour de la table, chaque ligne doit être bien pesée. Les privilèges. Pourquoi ? Parce que si on Monsieur Bachelier, vous avez cité un bon exemple. Vous parlez des droits de l'opposition. Avoir volé à l'opposition son poste de questeur, qui est un poste stratégique, c'était ça. Est-ce que l'élection, c'est le vol ? Je n'irai pas dans le sens là. Attendez, là, il y a quand même quelque chose qui marche pas. Vous savez très bien que vous n'avez pas respecté la tradition qui veut qu'on laisse à l'opposition... Alors, il y a énormément de traditions, Madame Pauline. Il y avait une tradition aussi qui consistait à embaucher son époux ou son épouse à 6 000 € sans activité. Les députés qui sont... Il y a pas mal de traditions qui tombent. Le doigt sur la couture des pantalons. Sur les avantages aux anciens présidents. Oui, d'ailleurs, un mot. Il ne faut pas dire les privilèges. Un privilège, c'est pas confondre, c'est un avantage. Les privilèges, c'est quelque chose qu'on transmet et pas un avantage. Alors, il faut les avantages aux anciens présidents, parlons-en. Il y a une voiture avec chauffeur, il y a un bureau, il y a une collaboratrice. Est-ce qu'il faut vraiment garder tout ça en sachant que la facture de ces mesures-là, c'est 330 000 €? Bien sûr que c'est pas grand-chose par rapport au budget global de 500 millions, mais bon, sur le plan symbolique et pour l'opinion, ça frappe forcément René Dosière. Mais il n'y a pas à l'Assemblée d'avantages injustifiés. Il y a un certain nombre de situations qui ont été créées au fil de l'histoire. Et pour des raisons. L'Assemblée n'est pas née, encore une fois aujourd'hui, la tradition parlementaire, ce qui s'est construit au cours des générations précédentes, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire attention. Enfin, s'il y a des excès, il faut ce n'est pas, finir, c'est pas parce que c'est la tradition. Mais il faut évoluer, c'est-à-dire, il est possible qu'à un moment donné, tel avantage qui a été accordé aux parlementaires compte tenu de la manière dont il vit, on puisse les remettre en cause. Ça peut être le cas, si vous voulez, pour les anciens présidents de l'Assemblée. Oui. Mais je ne suis pas choqué qu'un ancien président de l'Assemblée puisse, au moment où il s'en va, pendant une durée limitée... Ça a été d'ailleurs réduit, c'était à vie et maintenant c'est 10 ans. On pourrait même le réduire à 5 ans. Enfin, il a des choses à faire. De même que les anciens premiers ministres, pendant un certain temps, eux c'est à vie, on pourrait le limiter là aussi dans le temps, si vous voulez. Et c'est là où je dis, attendez, ça n'est pas parce que on vient de quitter une fonction qui est aussi éminente que celle de l'Assemblée qu'on doit dire maintenant vous disparaissez. Il y a une proposition d'un internaute qui nous regarde, qui suggère... Il faudrait peut-être les prévenir eux-mêmes, surtout s'ils ont un bureau à l'Assemblée. Faut-il mettre les députés à la diète ? Oui, nous dit Olivier, pardon, attendez. Il ne faut pas payer aussi l'absentéisme récurrent, pas présent, pas payé. Ah, ça, c'est une très bonne idée. Vous en pensez quoi, Charles Becbédé ? Non mais oui, ça c'est déjà ça serait bien de faire ça aussi à la ville de Paris. Vous savez qu'au Conseil de Paris, il y en a pas mal qui. Alors c'est obligatoire. Maintenant, il faut signer, sauf que beaucoup viennent signer et puis repartent tout de suite. On a vu ça au Parlement européen. Comme c'est à Paris, c'est pratique, mais c'est lamentable. Oui, c'est une minorité quand même, il faut le dire. Les gens travaillent énormément. C'est pas parce qu'ils ne sont pas dans l'hémicycle qu'ils ne travaillent pas en commission. Donc, écoutez, une généralisation est toujours problématique. Non, mais vous savez, nous, dans la vie privée, enfin dans la vie de nos entreprises, et on voit nos fréquentations. Dans les conseils d'administration, par exemple, il y a des jetons de présence. On ne les touche pas si on sèche 3 conseils de suite. Oui, c'est de la bonne gouvernance, c'est du bon sens. C'est très révélateur. La question de l'internaute est très révélatrice de ça, justement. C'est quoi la question, au fond ? C'est le lien de confiance.
qu'il y a entre les représentants et le peuple, les électeurs. Vous faites beaucoup pour réduire cette confiance. L'idée, c'est justement de faire l'inverse. C'est de mettre tout sur la table pour qu'au moins on puisse, sur l'exemplarité, agir vraiment et poser le débat sur le coût, sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Moi, je vois mes collègues députés, notamment du fait du non-cumul des mandats et notamment du fait du renouvellement de l'hémicycle. On n'a pas inventé la politique et ça, c'est tout banc confondu. Mais il y a beaucoup plus de jeunes, de gens de la société civile, beaucoup plus de femmes. Ça change les habitudes. C'est des gens qui ont déjà travaillé pour la plupart, donc qui ont des habitudes de travail qui ne sont pas les mêmes. Tout ça pour dire... Mais tous nous sommes la société civile. Et évidemment, mais il y a une diversité, vous en conviendrez. Vous en conviendrez. Il y a une diversité qui est beaucoup plus grande dans la composition de l'hémicycle aujourd'hui en 2017. Natacha Polony. Mais on est impatient de voir comment ces nouveaux vont être plus efficaces, plus performants et remplir davantage leur mission. Si je veux dire juste par rapport pour répondre à M. Becbédé, la réalité, c'est que je vois la question de l'internaute et je vois mes collègues députés qui font des journées de 15-16 heures. Ils sont dans l'hémicycle, ils sont dans les commissions. Rare, mais... Si. Moi, je les vois dans les commissions, dans les groupes de travail et notamment sur un paramètre qui a changé, c'est le non-cumul des mandats. Qu'est-ce que vous faites exactement? Si vous votez tous, vous travaillez? Pas en même temps. Natacha Polony, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est effrayant. Pardon. Natacha. Je voulais vous répondre sur une chose. La question de la confiance est en effet essentielle. Vous dites l'Assemblée nationale, c'est diversifié, il y a des gens de plus divers. Alors, nous sommes Esther, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Donc, simplement, cette diversité, d'abord, n'est pas une diversité sociologique, c'est une diversité dans les parcours, mais ça ne reflète pas suffisamment l'ampleur de la société. Il n'y a pas d'ouvriers, il y a très peu de paysans, et c'est un problème de représentation. Or, cette question de la confiance en l'Assemblée nationale, c'est un problème global. Ce ne sont pas seulement les pratiques, c'est aussi la capacité de cette Assemblée à représenter ce qu'est la France. Donc, il faut absolument trouver un moyen de développer cette représentativité et il faut aussi une question d'efficacité. Pourquoi les Français se focalisent sur la morale en politique, sur l'argent que ça coûte? Parce qu'ils ont l'impression que leurs élus ne sont pas efficaces pour faire la politique qu'ils ont demandée. C'est-à-dire qu'il y a une question de lien politique. Le problème n'est pas moral, il est politique. Comment est-on efficace aujourd'hui pour faire vivre la démocratie et répondre aux attentes des peuples? Et il y a un internaute qui va dans votre sens, Natacha. Regardez ce que nous dit ce téléspectateur qui réagit sur Twitter. Comment les députés peuvent-ils imposer aux citoyens des règles qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes, René Dauzière? Je voudrais savoir quelles sont les règles que les députés ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Parce que progressivement... Écoutez, il faut savoir que depuis le 1er janvier de cette année, les députés sont imposés sur la totalité de leur rémunération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus dire qu'un député, ça gagne une indemnité de base et puis qu'il a. Aujourd'hui, un député, ça a 7 200 € bruts. On va aller voir les chiffres d'ailleurs pendant que vous parlez. Oui, mais il paye des impôts sur tout. Alors que député, sénateur, 7 200, ministre, pas loin de 10 000. C'est du brut, faut le répéter. Oui. Et là, on paye, et les ministres aussi d'ailleurs, ils vont payer sur la totalité. Vous savez, depuis 1948... Vous présentez ça comme une grande nouveauté, comme si c'était révolutionnaire, mais pour la plupart des gens, ils disent, mais oui, c'est la moindre des choses. Tout le monde paye sur ce qu'on gagne. Oui. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Pas tous, ceux qui investissent offshore. Les députés, moi je le réclamais depuis longtemps, ça arrive, vont maintenant justifier, si vous voulez, les frais professionnels, etc. Ceci dit, ils vont le justifier comment? Non pas au service des impôts, parce que là, il y a une indépendance de l'Assemblée qu'il faut absolument préserver. Oui. Donc il ne s'agit pas que l'exécutif puisse faire des pressions sur le député qui pose des questions ou qui va voir un peu trop ce qui se passe, mais un contrôle interne. Je dis d'ailleurs, je vous dis, il y a par exemple à l'Assemblée une commission interne de vérification des comptes. J'en ai fait partie pendant très longtemps. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Et les questeurs ont toujours été, les anciens, ont toujours incroyable. été Mais pourquoi elle ne fait rien? C'est incroyable ce que vous dites là. Oui, alors j'ai demandé pendant 10 ans, j'ai essayé d'obtenir que cette commission qui ne faisait rien puisse faire une mission parlementaire dans les divers pays d'Europe pour qu'on sache quel était le vrai train de vie de tous les parlementaires des pays. Je n'ai pas réussi. 10 ans, avec 2 présidents de commissions différents. Non mais, alors...
Pourquoi est-ce que, par exemple, ces 15 députés, dont maintenant la présidence est réservée à l'opposition, pourquoi est-ce que ces 15 députés n'exercent pas leur activité qui est de contrôler les comptes? Question précise de René Dosière. En gros, ça va dans le sens de ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire, au fond, le sujet pour nous, c'est la transformation profonde de l'Assemblée nationale. On a été élus sur cette base-là. Et donc, on agit de concert. Le président de Rugy a lancé les 7 chantiers. Oui, mais vous décidez avant même que ces groupes de travail aient terminé. Non, pas du tout. Justement, on est en parallèle. Juste, laissez-moi terminer. Il y a les 7 chantiers lancés par le président du Rugy qui va travailler sur la transformation, sur la réforme législative, sur les organes de contrôle, sur le statut des députés. Avant, pourquoi on n'arrive pas à avoir justement d'ouvriers pendant, après. Pourquoi les politiques, au final, se crispent sur leur mandat et font carrière, justement. Ça, c'est tous les chantiers lancés par le président du Rugy. Et nous, le Collège des questeurs, on travaille sur l'orientation budgétaire. Et je vous dis, chaque jour, je pense à René Dosière. Charles Becbédé. Charles Becbédé, ça va lui faire plaisir. Charles Becbédé. Monsieur le député, monsieur le questeur, vous parliez tout à l'heure des missions parlementaires. Qu'en est-il des missions parlementaires à l'étranger, de ces fameux voyages d'études dont certains sont assez exotiques, dit-on, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée. Quel est le budget de ces voyages d'études par exemple, en millions d'euros, ça représente combien chaque année? Alors, ça faudra que je regarde les chiffres. Je fais mon Premier ministre. Il y a certains qui font beaucoup de voyages. Non, concrètement, on est resté sur l'enveloppe. En revanche, le principe, c'est d'avoir, parce que je peux vous dire que j'ai regardé ce sujet-là assez précisément. J'ai plus le chiffre en tête, mais je vous le redonnerai. 99% des voyages sont sérieux. Faut le dire concrètement. Et même si c'est de l'engagement, c'est dans le vrai travail. Oui. En revanche, ça doit. Et moi, on a diminué les participants et ils peuvent plus voyager en première classe. Oui, ça avance. Monsieur Becbédé, ils sont en business. Voilà. Ils sont plus en first. Non, même pas. Là, il faut être vigilant. Ils sont en économie. Là où il faut être vigilant, et c'est aussi la responsabilité des questeurs. Encore une fois, l'argent public est précieux. Oui. Donc c'est que sur les voyages de missions parlementaires de fin de mandat, qu'on regarde bien les rapports qui sont produits. C'est-à-dire que toutes les missions produisent un rapport. Il a l'air de douter quand même. Sur ce sujet. J'ai posé quelques questions un peu à la René Dosière. Je voudrais ajouter un élément. Nous sommes quand même un des rares corps à déclarer à la haute autorité tous nos revenus. Je voudrais savoir s'il y a ici beaucoup de journalistes ou des patrons de presse qui déclarent sur Internet, n'est-ce pas, ils ont le revenu que chaque citoyen peut consulter. Moi, je le fais parce que je suis membre de la commission de déontologie de la ville de Paris. Il ne faut pas non plus noircir le tableau. Il y a beaucoup de choses à faire, certes, mais ne tombons pas dans ce travers qui se focalise sur l'argent et qui fait qu'on n'avance pas puisque on nous fait détester par le peuple. Cela n'est pas sur les abus, sur les situations bon pour le vrai problème, c'est quand même le changement dans les institutions et du fonctionnement d'une démocratie parlementaire ou du non-fonctionnement d'une démocratie parlementaire, mais qui d'ailleurs, je veux bien en rendre acte à M. Bachelier, ne date pas de cette majorité parlementaire. J'ai connu aussi les majorités Godillot. On est dans un système où le fonctionnement parlementaire, le contrôle parlementaire ne peut pas fonctionner. Les institutions de la Ve République qui ont marché sur certains points ne marchent plus dans la France d'aujourd'hui. Alors on amuse la galerie avec des mesurettes financières et qui ne résolvent pas le problème de fond du contrôle parlementaire qui doit être exercé. Je vous trouve extrêmement dur parce que les mesurettes concrètement, encore une fois, c'est l'argent des Français. Enfin, vous le dites de façon très bien. C'est bien, mais je pose une question de fond, Monsieur Bachelier. Madame Bachelot, pourquoi on le fait? Non pas Madame Bachelier. Pourquoi on le fait? C'est une contribution à la restauration du lien de confiance. Peut-être que c'est pas la bonne méthode, mais plutôt que de rester dans l'incantation, déjà il y a une loi essentielle qui a été votée cet été dans le sens-là, est-ce que disait René Dosière. Là, c'est vous qui m'interrompez.
Et dans les actions, c'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être trop, c'est peut-être pas le bon angle, mais on essaye de faire. Pourquoi ? Le but ultime, c'est de restaurer le lien de confiance, et ça, on le fera aussi en renforçant le pouvoir du Parlement. C'est ça l'objectif. Est-ce qu'on peut d'un mot sortir de l'Assemblée pour évoquer la situation, non pas des anciens présidents de l'Assemblée, mais des anciens présidents de la République, parce que là aussi, il y a des chiffres qui sortent régulièrement. Est-ce que vous savez combien coûte aux finances publiques, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing ? C'est pratiquement 4 millions d'euros par an. Est-ce que c'est bien normal, René Dosière ? Est-ce qu'il faut en terminer avec ça ? Écoutez, oui, enfin moi c'est un combat que j'ai mené longtemps pour qu'on ait d'ailleurs... Vous prêchez beaucoup dans le désert, vous nous le dites depuis des années quand même. Non, écoutez, vous regardez, le budget de la présidence de la République, il est aujourd'hui transparent comme tout, et il a diminué, donc c'est quand même quelque chose. Et on sait maintenant aussi ce que coûtent les anciens présidents de la République. Alors il y a deux choses dans ce qui coûte. Il y a leur rémunération personnelle, qui est généralement élevée, mais elle est élevée parce qu'ils avaient une carrière professionnelle. Je signale aujourd'hui d'ailleurs que un fonctionnaire qui est député ne cotise plus à la retraite professionnelle. Donc s'il fait une carrière longue, il n'aura plus de retraite professionnelle. Bon, il y a ça. Et puis ils sont membres du Conseil constitutionnel. Ce qui peut rapporter beaucoup. Ah bah oui, 12 000 euros pour Valéry Giscard d'Estaing, par exemple. C'est Valéry Giscard d'Estaing le seul à toucher ça. Mais tout cela pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas osé, depuis 1955, définir quel était le statut de l'ancien président de la République. On verra si Emmanuel Macron fait des réformes en ce sens qu'il s'imposerait à lui-même. Ce serait un bon test. Merci. François Hollande est revenu. Puis il y a le deuxième aspect qui sont les avantages matériels, le bureau, les... Allez, on n'a pas le temps, vous reviendrez. On fera une journée spéciale René Dosière, c'est promis, dans la République LCI. Oui, vous aussi, si vous voulez. Allez, vous restez avec nous. On se retrouve dans la seconde partie, après le journal.